Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce café scientifique de l'Université de Fribourg, spécial hors les murs. Normalement, on est toujours au Nouveau Monde. Aujourd'hui, c'est, vous le savez puisque vous êtes là, le musée d'histoire naturelle qui nous accueille dans cet espace d'exposition sur TikTok et la question du vieillissement. Pardon ? Tic-tac, TikTok. La question, c'est est-ce que ça fait de moi quelqu'un de très jeune ou de particulièrement daté? On en discutera à l'apéro après. Donc, bienvenue dans cet espace d'exposition. On est ravis de vous accueillir ici. Le Nouveau Monde est avec nous aussi, puisque c'est grâce à eux que nous allons avoir aussi des gens qui pourront nous suivre en streaming sur nos canaux Facebook de l'Uni et du Nouveau Monde. Donc, merci aux techniciens. Peut-être un petit mot avant qu'on commence. Il y a une seule règle dans les cafés scientifiques, c'est que ce sont les vôtres. C'est votre discussion. On n'est pas ici pour avoir une présentation. Alors, on a effectivement des spécialistes qui ont chacun une branche en lien avec la thématique que nous abordons ce soir. Mais finalement, on vient de le voir, hein, on vieillit tous un peu tous les jours et donc on s'y connaît tous un petit peu. Hein, on a tous un avis là-dessus. Et donc, c'est non seulement leurs réponses qu'on vient chercher, mais c'est aussi vos questions, vos anecdotes, vos sentiments qu'on veut partager. Et donc, c'est pas eux parlent et vous écoutez, c'est tous ensemble, c'est une discussion. Nous avons bien sûr un modérateur avec nous ce soir, c'est Pierre Yenny, communicateur et formateur indépendant. Il est là pour donner un lion à cette discussion. J'ai coutume de dire que j'aime bien payer mes modérateurs à ne rien faire. Donc, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. La seule demande que je vous ferai, c'est de me faire signe, je vous passerai le micro. Et ainsi, tout le monde pourra bien vous entendre ici et en ligne, afin qu'on puisse tous bien... Voilà. On sait que la salle est petite et ça serait tentant de parler sans micro, mais c'est important que vous attendiez que je vous le donne pour qu'on puisse tous bien s'entendre. Et sur ce, je vais laisser la parole à Pierre Yenny qui va vous présenter nos invités. Merci beaucoup Farida. Oui, on peut applaudir, c'est vrai. Vivre, c'est vieillir, rien de plus. C'est une citation de Simone de Beauvoir. Je sais que, comme moi, vous aussi, vous savez qu'à chaque instant, à chaque moment, à chaque seconde, nous vieillissons, mais on ne s'en aperçoit pas vraiment, ou en tout cas pas toujours. C'est parfois dans le regard des autres, c'est parfois en consultant une photographie qu'on se dit tout à coup « Waouh, j'ai pris un sacré coup de vieux ». Heureusement, il arrive aussi qu'on prenne des coups de jeune, hein, mais c'est moins souvent. C'est parfois aussi quand on commence à oublier les choses, une date, un prénom, un nom, un événement, que l'on se dit qu'on vieillit. Vieillir, heureusement, c'est aussi accumuler des compétences, des connaissances. On dit que c'est avoir un âge de sagesse, c'est changer de statut social, ne plus avoir besoin de montrer sa carte d'identité lorsqu'on va acheter de l'alcool ou des cigarettes. C'est aussi quand les enfants commencent à vous dire « vous » alors que l'année d'avant, ils vous disaient encore « tu ». Et puis, c'est à un moment donné, réfléchir à sa retraite, rédiger son testament peut-être, passer dans le 3e, dans le 4e âge, en espérant rester actif et indépendant le plus longtemps possible. Alors pourquoi on vieillit ? Peut-on ralentir le vieillissement ? Est-ce que la jeunesse éternelle va bientôt exister ? Est-ce qu'il y a des produits miracles pour ça ? Moi, je ne les connais pas, mais peut-être qu'on va aujourd'hui avoir un scoop en la matière. Quelles sont les avancées au niveau de la médecine, au niveau de la science, dans cette société qui prône le jeunisme à outrance ? Est-ce que les structures d'accueil sont adaptées ou pas pour accueillir, pour encadrer au mieux les seniors ? Quels sont les mérites et les failles du système ? Alors on a beaucoup de questions, je pose cette thématique-là. Comme l'a dit Farida, vous pouvez poser les questions directement ou bien par SMS. Je donne le numéro de téléphone, c'est le 079 796 22 15. Je le redonne, 079 796 22 15, où vous pouvez adresser aussi vos questions par SMS. 3 spécialistes pour parler du vieillissement. Tout d'abord, monsieur Philippe Balmer, spécialiste en médecine interne et en gériatrie, médecin adjoint du service de réadaptation gériatrique de l'HFR
à Tavel, Tafers. Avec lui, on va pouvoir parler de l'évolution, notamment de l'encadrement médical auprès des personnes âgées. À ses côtés, Thomas Flatt, professeur au département de biologie de l'Université de Fribourg. On va pouvoir évoquer avec lui le vieillissement des cellules, ce qui se passe en fait dans notre corps et quelles sont les avancées de la recherche en la matière. Il pourra aussi vous expliquer que l'être humain n'est pas très éloigné des mouches du vinaigre. Quand on s'est appelé, j'ai été très étonné de voir que les drosophiles et nous, on avait beaucoup de points communs. Enfin, tout en bout de table, Thierry Collot, qui est professeur au département de théologie morale et éthique de l'Université de Fribourg. Monsieur Collot a notamment beaucoup accompagné des personnes atteintes d'Alzheimer. C'est un des nombreux champs de questionnement qu'on pourra lui poser. Et puis, il y a encore une autre personne qui est assise cette fois à ma droite, à votre gauche. Je suis ravi, honoré de vous présenter ce 4e invité avec un petit retour dans le temps. Cette année-là, en Suède, la ville de Christiana redevient Oslo, reprend son ancien nom. Cette année-là, Félix Vallotton et Eric Satie s'en vont rejoindre les étoiles, alors que viennent sur la Terre Jean d'Ormesson, Michel Piccoli et Robert Kennedy. En Suisse, Jean-Marie Musy est président de la Confédération. Et à Fribourg, il y a un futur grand artiste qui voit le jour, c'est Jean Tinguely. Cette année-là, c'est 1925. C'est l'année de naissance de monsieur Noël Philippona, qui, le 6 septembre prochain, aura 98 ans. Un jeune homme. Un jeune homme qu'on a le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, il est né le 6 septembre 1925 à Arc-en-Ciel. Il va grandir dans une famille, dans une ferme avec ses 5 frères et sœurs. Pour l'anecdote, un de ses frères et sa sœur sont toujours en vie, mais ils sont très jeunes. Son frère a 97 ans. Il vit toujours à la maison, sa sœur a 94 ans et elle conduit toujours sa voiture. Donc c'est pour vous dire que dans la famille, on a certaines prédispositions. Ce sera peut-être une des thématiques qu'on va aborder tout à l'heure. À l'âge de 7 ans, il commence l'école et puis à 14 ans, à l'heure où la Suisse vit la mobilisation générale, on est en 1939, il va aller travailler dans une ferme comme domestique. En 1940, il quitte Arc-en-Ciel et il va partir à Néru pour travailler dans une ferme. Comment ça s'est passé, monsieur Philippona? Déjà, le voyage, parce que les TPF n'étaient pas encore là à l'époque, et le travail que vous faisiez là-bas. Je suis parti d'Arc-en-Ciel, justement, comme il vient de dire. Attendez, je vais vous le prendre. Ouais, parfait, comme ça. Le 25 mars 1940, c'était lundi de Pâques. Pâques, c'était le 24 mars, ça m'en rappellerai toujours. Puis je suis parti à pied avec une valise sur les bras pour aller à Néru, chez un paysan. Vous voyez où c'est Néru? Ça fait 12 km puis chez moi. Tout à pied, je suis arrivé là-bas, c'était vers 10 heures. Puis quand je suis arrivé, ma maman a dit, quand tu arriveras tout près d'une chapelle, ben c'est la ferme qui est droit derrière. Puis c'était là, c'était le lieu, on l'appelle Nierle, le toit. Puis après, ma foi, je suis resté là, domestique ici, pour travailler à ce domaine de 40 pauses. Puis on était le patron mobilisé, un frère estropié, et puis 2 sœurs qui étaient, il y avait 30 à 40 ans. Puis moi, comme domestique à 15 ans, j'avais même pas 15 ans, puisque j'étais du mois de septembre. Et puis le matin, je me levais à 4 heures, comme il m'appelait, c'était le moment d'aller fourrager les chevaux. Après, aller faucher l'herbe à la faux pour 14 vaches, tout à la faux. Et puis après, aller déjeuner. Et puis après déjeuner, je devais mettre les colliers aux chevaux, aller ramasser l'herbe, puis charger à la fourche. Puis il y a une fille qui venait rateler après le char. Puis une fois fini, il fallait aller rentrer à la grange, décharger,
Après, remettre les chevaux à l'écurie. Puis après, il y a eu du travail qui m'attendait, hercer des champs pour planter les pommes de terre, et puis semer l'avoine, tous des travaux comme ça. Et puis après, c'est venu le moment des fenaisons. Alors, c'était le patron qui était estropié, qui lui, il allait faucher avec la faucheuse à 2 chevaux. Alors, puis moi, à la fauche, j'allais faucher les bords, alentour des arbres, les poteaux. Et puis vers 10 heures, quand la rosée était partie, j'attelais une de ces juments poulinières qu'ils avaient pour aller passer à la faneuse, pour secouer le foin qu'on avait fauché la veille. Et puis l'après-midi, il fallait ramasser, amonceler, puis après ramasser. Alors c'est le patron qui allait sur le char pour faire le char, puis moi et puis une des filles y chargeait, et puis l'autre ratelait derrière le char. Voilà un peu ce que je faisais l'été, mais sans compter la suite. Ouais, ce que vous m'aviez dit, c'est que vous aviez quand même un salaire extraordinaire. Ah oui, puis en plus de ça, tout le travail que j'ai fait, j'ai pas tout dit. Après, c'est venu les moissons, puis ils avaient 10 poses de graines. Et puis, on fauchait toute cette graine à la faux. Il n'y avait pas de faucheuse, rien. Et puis, alors, moi, je fauchais à 15 ans avec un des garçons, et puis les 2 filles ramassaient après la faux. Puis, je m'en faisais bien mal de ces filles, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des salopettes ou bien des pantalons. Alors, ils avaient des jupes, puis ils étaient... Quand elles se baissaient pour ramasser la graine, pour élargir, elles venaient piquer par les temps. Ouais. Je m'en faisais bien mal de les voir ça. Ensuite, Monsieur Philippona, il est parti Vous avez aussi travaillé, pardon, à la construction, en partie à la construction du barrage de Chiffnon. Ah oui, mais je peux encore dire, mais pour avoir fait tout ce travail chez ce paysan, je suis parti à la fin d'octobre parce que j'avais encore un hiver d'école à faire à Arc-en-Ciel. Ils m'ont payé, alors combien vous croyez que j'avais comme salaire? 50 centimes par jour. Ça faisait 15 francs par mois. Donc après, vous avez aussi travaillé au barrage de Chiffnon. D'abord au barrage, j'ai travaillé au barrage de Recense. De Recense aussi. Premier. Et puis 4 ans après, c'était à Chiffnon. On a préparé le bois. La première année, on a préparé le bois, on a préparé 1000 moules de bois, de foyards et puis de chêne. Et sans compter les billes, les billes de sapin, de chêne et puis de foyards. Et comme vous le voyez, ensuite, c'est une personne très très active. Monsieur Philippona est parti travailler notamment à la Chaux-de-Fonds plusieurs années, puis il est revenu dans le canton de Fribourg, et vous avez travaillé, le dernier travail, jusqu'à 70 ans, hein, vous avez travaillé. J'ai travaillé jusqu'à 70 ans, j'étais à la commune de Villars-sur-Glane. Parce qu'à 65 ans, normalement je devais être à la retraite, mais ils m'ont demandé de continuer parce que moi je faisais n'importe quel travail. Et puis en plus, je faisais le transport d'enfants pour le centre AI. Je faisais 140 km par jour avec les enfants. Aller les chercher le matin, les ramener à la fin d'après-midi. Puis j'ai fait ça jusqu'à 70 ans. Puis je suis encore là. Monsieur Philippona est aussi patoisant, il parle très bien le patois gruyérien, il a même fait des vidéos sur YouTube, comme quoi on peut être senior et youtubeur. Hein. L'âge n'empêche pas d'être à la pointe de la technologie et de la communication. Et il me disait juste avant qu'on démarre ce café scientifique qu'il a eu un contrôle médical et le médecin lui a dit « Vous avez un cœur de jeune fille, monsieur ». Donc, tout va bien. On va pouvoir démarrer. Merci beaucoup. J'ai une petite question encore à vous poser. À 98 ans, est-ce que vous vous sentez jeune ou est-ce que vous vous sentez vieux? Je ne peux pas dire.
Des jours sans que ça va bien, puis des jours moins bien, c'est normal. Mais je ne peux pas dire que je suis mal foutu. En tout cas, nous, on vous considère comme très très jeune d'esprit. C'est déjà ça, c'est magnifique. Je vais vous raconter une chose en Alors, patois. prenez le micro un petit peu plus proche de vous. Je ne sais pas lequel il faut raconter. Le bon pauvre. Trop long. Je racontais celle d'un ramoneur. Un samedi matin, bon, je veux dire en patois parce que c'est mieux en patois qu'en français. On te chante au matin au ramoneux di Chafina. Oui, t'as pas faute d'instant de la scène, il est ramoneux vers les paysans. Il est bien trop haut, c'est pas des mains. Un treliche mužove, šbajaš, me fudrait rien trop cher par mot que les paysans la pommajalo. Ma Camille, moi, la fin de chaque journée, il va en mochaler ben fumo. Il prend son cutie, rogne la fichale et la vidate. Aro à la maison, chafine, love, chichalo, tire a chenece la borne et le petit acquire. N'avoir pas pris la fin d'ailleurs snoi, du champ des ranchos que chaïchait des hatsés, et voulait rien Adam, le patron, l'imimo, il est content du soleil pour me dire hatsé. Il n'avait pas honneur qu'il avait dit, je chante tout drôle. Il a fallu à Palol Mezzo, qu'on lui savait, chante l'avait à Valon. Puis la fin avait le paysan, Yol, Schnomo l'avait robot sur son amour. Un chescusin, il demande au paysan, ce qui pas de la tête, Schnomo l'avait robot, et voilà la paille. Le paysan dit à Chafin, à la donne, au fourrin me bailli prochain, il n'y aurait rien d'autre que le goutre de ma balamire. Elle avait dit, j'en à la borne. Merci beaucoup. Merci, bravo. Et l'on voit que le bilinguisme fribourgeois existe depuis fort fort longtemps. Merci infiniment. J'ouvre le débat avec peut-être une première question que je me permets de poser à nos trois experts, nos trois spécialistes. Peut-être avec vous, Monsieur Flatt. Vieillir, ça veut dire quoi? C'est quoi vieillir? Alors, pour moi, comme biologiste, du point de vue biologique, c'est vraiment une accumulation des dommages cellulaires physiologiques avec l'âge progressif. Alors, des mutations dans les cellules et des autres choses qui vont moins bien au niveau physiologique. Et au niveau d'une population, ça se voit sur le fait qu'il y a une augmentation du taux de mortalité, une diminution de la fertilité. Et ça, c'est un peu ce processus du vieillissement chez les organismes. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de variations entre les individus dans ce taux de vieillissement. Alors, il y a des individus qui ne vieillissent que très lentement et des individus qui vieillissent beaucoup plus rapidement. Merci. Peut-être Monsieur Balmer. Alors, en tant que médecin gériatre, c'est avoir le risque de croiser mon chemin. Notez que j'ai dit risque et pas chance, je suis un peu pessimiste, mais d'un point de vue médical, c'est le risque d'avoir certaines maladies, d'avoir le risque de développer des problèmes de santé qui viennent avec le temps, avec les dégâts cellulaires qui sont faits. Sans avoir une vision pessimiste, c'est aussi avoir la possibilité de s'améliorer quand même malgré l'âge. Je suis quand même médecin réadaptateur, donc les dégâts ou les déficits peuvent s'améliorer. Dans une vision plus personnelle, quand je vais au travail, je ne me sens pas forcément vieux, même plutôt jeune. Maintenant, quand je suis avec ma fille de 4 ans et à faire 8 bonhommes de neige, les uns après les autres, sans qu'elle ait le moindre once de fatigue, oui, je me sens vieux à ce moment-là. Merci beaucoup. Monsieur Coelho. Alors, si je dois parler en mon nom personnel, c'est effectivement une avancée en âge, des
des modifications qui nous sont imposées par le corps, par la société. Aussi, je viens d'avoir 65 ans. La société me dit que je dois quitter mon poste à l'université dans assez peu de temps et puis que je ne pourrai plus postuler pour un autre poste. Donc, c'est des marqueurs. Maintenant, j'enseigne essentiellement l'éthique sociale. Et en éthique sociale, le vieillissement, on travaille ce sujet à l'Institut d'éthique et des droits de l'homme. Le vieillissement pose aussi des défis. Est-ce que c'est le lieu de l'exclusion? C'est parfois, même trop souvent, le lieu de l'exclusion. Et l'éthicien social, il n'aime pas ça. Il va travailler pour débusquer ces éléments où une communauté se fragmente et où on pousse quelqu'un de côté. Ou alors, est-ce que c'est le lieu de l'enrichissement? Et quand j'entends M. Philippona, par la mémoire, par cette mémoire longue, de nous rebrancher dans une histoire, de nous montrer qu'on peut atteindre cet âge vénérable sans que ça soit forcément négatif et comme certaines images de la vieillesse qu'on se fait. Donc on est toujours dans cet entre-deux. Comment éviter ou repérer des mécanismes d'exclusion et comment favoriser des mécanismes d'intégration d'une société plurielle avec des voix jeunes, moins jeunes, plus âgées. Merci. J'ouvre peut-être déjà les questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient s'adresser ou est-ce qu'il y a déjà des SMS qui arrivent? Pas pour l'instant. Tout le monde est en attente. Ah oui? Oui, peut-être un mot. Moi, j'ai déjà entendu dans beaucoup de choses qui ont été dites vraiment le côté négatif, en disant ah ouais, c'est chouette d'avoir l'air jeune. Oh, c'est pas terrible d'avoir l'air vieux. Et c'est à quel point c'est ancré dans nos croyances, etc., que c'est un côté négatif. A priori, est-ce que ça a besoin de l'être? Je ne sais pas qui veut répondre. Je pense que ça n'a pas besoin de l'être, c'est ce que j'ai essayé de dire. Il y a un côté positif, il y a un côté d'enrichissement du corps social, mais aussi de vécu positif. Il y a en éthique du vieillissement une réflexion sur ce qu'on appelle le successful aging, le vieillissement réussi. Et c'est un concept traître ou tricky, comme disent les anglo-saxons, parce que ça voudrait dire qu'il y a un vieillissement réussi puis un vieillissement pas réussi. Et quand on regarde la littérature, on voit que la littérature sur le vieillissement réussi a commencé par donner des critères de, finalement, le vieillissement réussi, c'est celui qui ne se voit pas. Celui qui est le bon vieux, c'est celui qui vit plus longtemps, mais qui a une bonne santé, qui a une absence de morbidité, de pathologie invalidante, qui a une bonne insertion sociale, qui a une bonne santé mentale. Je dirais que pour moi, là, il y a eu beaucoup de critiques de cette définition du successful aging, du vieillissement réussi. Et je dirais que le vieillissement réussi, c'est réussir à habiter l'endroit où l'on est, où l'on est rendu, que ce soit 65, 80, 100 ans, et de l'habiter positivement, en voyant les limites, les défis, mais aussi les richesses. À ce moment-là, il n'y a pas d'âge bon, moins bon, il y a une capacité d'adaptation. On déménage quand même, d'une certaine manière. Est-ce qu'on va se réadapter au nouvel endroit où la vie nous mène? Et c'est comme ça qu'il faut penser le vieillissement et non pas comme un élément négatif qu'il faut absolument sauver quand même par je ne sais pas si je réponds. Oui, Monsieur Valmer, vous voulez ajouter? Oui, alors je vous remercie de cette intervention. C'est vrai qu'on a cette vision négative de l'âge qui est à présent ce qu'on considère comme de l'agisme. Ce qui a aussi, peut-être qu'on n'a pas ou un biais, c'est que la plupart des gens où on dit ils sont vieux, ils ont des problèmes,
Typiquement, on va en parler dans les journaux parce que c'est ceux qui sont à l'hôpital, qui ont des problèmes de santé, qui font que les gens ne peuvent pas rester à la maison, qu'il faut aller dans des EMS. Ce qui est une vision biaisée, parce qu'on sait statistiquement que même avec un âge avancé, beaucoup de personnes, entre jusqu'à 84 ans, les 75% de la population n'ont pas de problème de santé. Mais cette proportion qu'on a à dire, mais c'est avec l'âge, oui, je commence à avoir des problèmes de mémoire, je commence à avoir des problèmes pour bouger, on considère que c'est normal alors que ça ne l'est pas nécessairement. Et aussi biologiquement, ce n'est pas des mécanismes qui sont forcément ancrés dans notre code génétique. À partir de 30 ans, je commence à avoir mal aux articulations. Et pourtant, on a cette vision de la personne âgée qui a une canne, qui a de la peine à se déplacer. Donc, ce n'est pas que négatif, les gens âgés récupèrent aussi de leur maladie, les gens âgés ont aussi une qualité de vie qui peut être bonne. Et je pense que le paradigme qui est de dire à partir d'un certain âge, il faut penser à l'EMS, comme on voit encore beaucoup de familles à l'hôpital arriver à dire non, maintenant il faut aller à l'EMS, n'est pas vrai pour la majorité de la population. Donc je dresserai une vision quand même positive. Vieillissement réussi, il est quand même pour une bonne partie de la population vrai. Moi, je suis surtout venue pour entendre M. Philippona. C'est vrai, les autres personnes, on a encore 50 ans pour les écouter. Je ne sais pas s'il va parler un peu plus, mais est-ce qu'il va parler, par exemple, de ces deux moments les plus forts de sa vie? Et ce qui souvent m'intéresse, c'est les 2 conseils ou 3 qu'il donnerait. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il aurait fait différemment? Qu'est-ce qu'il nous conseille? Qu'est-ce que s'il pouvait le refaire, il referait différemment? Alors, je ne sais pas si c'est le moment maintenant. Il n'y a pas de moment clé, on rebondira après sur la suite. Voilà. Monsieur Philippona, peut-être prenez le micro. Il y a une question qui arrive pour vous. La première, je l'ai... Oui, cette dame là-bas. Exactement. Les deux moments forts de votre vie, quels ont été les 2 moments qui vous ont le plus marqué dans votre vie? Dans ma vie? Dans votre vie à vous, oui. Ouais, c'est difficile à dire, ça. Ben, les moments qui m'ont plus marqué, c'est quand j'étais à la maison seul avec mon papa et ma maman. Puis mon père, 2 ans après, il est décédé. Je me trouvais seul avec ma maman. Et puis, ma foi, j'étais seul pour faire le travail, mais j'ai continué à travailler à la campagne et puis à la forêt. Et puis un jour, ma mère me dit, ouais, moi je viens vieille, puis te faire comment quand tu n'auras plus ta maman? Moi, j'ai dit à ma mère, j'ai eu des bons amis, mais tu ne voulais pas que j'amène une femme à la maison. Et puis, pour finir, moi, j'ai marié une femme qui avait 4 enfants. Une est ici, 3 filles et un garçon. Puis après, avec ses enfants, je n'osais pas aller à la maison. Elle m'a dit, si tu viens à la maison avec cette marmaille, moi, je vais à l'asile. Et puis alors, moi, je lui ai dit, ben, tu n'auras pas besoin d'aller à l'asile, c'est moi qui vais partir. Alors, je suis parti à la Chaux-de-Fonds. J'ai travaillé 8 ans à la Chaux-de-Fonds. Et puis après, elle s'est cassé le col du fémur. Et puis, je suis rentré à la maison parce qu'elle ne pouvait plus rien faire, que ça. Et puis, alors, ça a bien allé. Après, il s'arrangeait bien avec ma femme, et puis les 4 enfants. Puis après, elle a vécu encore 5 ans avec nous, puis elle est décédée. Elle avait 95 ans. Puis ma foi, après, moi, j'ai continué ma vie ici à Arc-en-Ciel, jusqu'à ce que je suis venu à Angers. Et puis, ma femme est décédée. Et puis après ça, moi, j'ai travaillé 2 ans à la maison. Et puis, je suis tombé. Et puis, j'ai fait quelque chose à la tête, je ne sais pas quoi. Et puis, ils m'ont amené à l'hôpital et puis ils m'ont trépané. Il paraît que j'avais des caillots de sang dans le cerveau.
Puis ils m'ont trépané, ils ont aspiré dehors ça, puis mis dans le véno, bien. Et puis depuis, il y a 6 ans que je suis, 5 ans que je suis au home des Martinets à Villars. Puis ça va bien, même malgré que j'ai eu cet accident. Alors, parce que je suis très dur. C'est quoi ce qui me permettra de faire le lien après au niveau scientifique, mais vous, il n'y a que des jeunes là dans la salle pas ce soir. C'est quoi votre secret pour avoir cette énergie-là à 98 ans? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette énergie? Cette énergie à cet âge. À cet âge. Parfois, c'est le travail. J'ai travaillé toujours énormément. C'est ça qui m'a rendu la vie comme ça, solide et puis jamais malade. J'ai un frère qui est encore à la maison. Il a aussi 97 ans. Il était à l'hôpital parce qu'il a chopé le Covid. Et puis, il n'a pas été vacciné. Il ne voulait pas se faire vacciner. Puis, il a chopé ça. Puis, il était à l'hôpital pendant 3 semaines. Puis, maintenant, il est nous à la maison. Puis, et puis, j'ai une sœur qui habite à Arc-en-Ciel. Elle a 94 ans. Comme quoi, des forces Puis de la nature. Elle a toujours le permis d'auto. Merci beaucoup. On voit une maman, en fait, la maman de Monsieur Philippona qui décède à 95 ans, lui qui en a 98, une sœur qui a 94, un frère 97, voilà, je fais les calculs. Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques, peut-être, Monsieur Flatt? Est-ce que dans des familles, les gens vivent plus longtemps ou c'est comme ça, au cas par cas? Comment ça se passe au niveau des gènes? Est-ce qu'on peut avoir les bons gènes pour vieillir plus longtemps et à l'opposé des gens qui ont les mauvais gènes et qui vont vivre moins longtemps? Oui, tout à fait. Il y a une composante génétique très forte dans les familles où il y a une grande proportion des centenaires. Il y a des mutations dans notre génome qui aident à ce processus. Il y a des grandes études aux États-Unis, New England Study of Centenarians, où ils sont en train de regarder ça. Ils regardent les familles avec des centenaires, ils regardent leur génome sur le niveau de l'ADN, et on a identifié à peu près 150 gènes où il y a des mutations qui peuvent contribuer à une longévité, une durée de vie exceptionnelle. Et ce sont des gènes qui ont un lien avec le métabolisme, avec le diabète, avec le cancer. Et on a fait des études, il y a des études en Okinawa, au Japon, qui ont trouvé vraiment des facteurs génétiques. Mais il faut se rendre compte que les facteurs génétiques ne jouent pas un très grand rôle. C'est surtout l'environnement. Est-ce qu'on fume, l'alimentation, est-ce qu'on fait du sport, etc., qui est plus important que la génétique. Merci. Je crois qu'il y a 2 questions dans la salle. Merci. Le titre de ce café scientifique m'a interpellé, Vivre de l'autre côté du miroir. Je me dis, vivre sur une île déserte, c'est peut-être possible, mais dans notre société, est-ce possible de vivre de l'autre côté du miroir, sachant qu'il y a celui auquel on est confronté tous les matins, il y a celui de la société, bien sûr, avec notamment l'agisme. Alors voilà, c'est plutôt une question derrière ce titre. À quoi avez-vous pensé ? Je pense, oui. Je ne devrais pas. Mais non, alors, notez bien que le titre comportait un point d'interrogation. Et pour moi, l'idée était de dire, est-ce qu'il y a un miroir? Et puis, y a-t-il quelque chose de l'autre côté du miroir? Parfois, on nous donne l'impression que parce qu'on est vieux, l'image n'existe plus. Par exemple, on a parlé de ça tout à l'heure. Hein. Est-ce que c'est forcément négatif? Et puis, comme vous dites, le miroir de la société. Enfin, c'était tout ce jeu avec. Est-ce qu'il faut vraiment compter qu'il y a un autre côté? D'où le point d'interrogation qui est vraiment très important. Il n'y avait pas de jugement de valeur dans l'affirmation. Enfin, c'est pas une affirmation, c'est vraiment une question. Y a-t-il un autre côté du miroir ou est-ce qu'on est simplement dans une continuité et une évolution? Je crois qu'il y avait encore une question.
Merci. Alors, ma question, elle part un petit peu, je reviens sur la thématique de départ, et puis je trouvais intéressant votre question. Je trouverais cette idée de sélection génétique très très intéressante. On pourrait faire un monde où on pourrait dire on sélectionne plus que les centenaires, hein, ça pourrait être intéressant. Mais après, je me dis, mais à quoi bon? À quoi bon? Et puis je me pose la question sur le vieillissement, si ça serait peut-être une question pour M. Philippona. Est-ce que vous avez eu une vie heureuse? Est-ce que vous étiez heureux dans votre vie? Est-ce que c'était une vie comblée ou pas? Première question, voilà. Merci. Monsieur Philippona, est-ce que vous avez eu une vie heureuse? Je ne peux pas dire le contraire, mais c'était une vie heureuse parce que je savais toujours que faire. Personne ne me disait oh, tu as le temps de penser à toutes sortes parce que tu ne fais rien, mais je n'ai pas eu l'occasion. J'avais du travail sans arrêt, du matin au soir. Puis voilà, c'est pour ça que je ne me suis jamais ennuyé. Et puis, depuis que je suis maintenant au Martinet, à Villars-sur-Glane, il y aura 5 ans, mais je ne me suis jamais ennuyé. Un homme très très occupé, hein, qui sait s'occuper. Je rebondis du côté de nos spécialistes, peut-être à tous les trois, mais en tout cas au niveau aussi biologique, génétique ou médical. C'est vrai qu'on voit des publicités, on revient peut-être à la toute première question de ce jeunisme de la société ou de cet agisme, hein, on a aussi entendu son opposé. Les produits miracles, je ne parle pas seulement des crèmes et du botox pour paraître jeune, mais biologiquement, médicalement parlant, est-ce qu'il y a aujourd'hui des produits miracles? Est-ce qu'on arriverait peut-être un jour à sélectionner les gènes qui font que c'est juste dans le standard d'être centenaire, voire bicentenaire dans quelques années? Oui, je ne sais pas si ça fait beaucoup de sens. Il y a beaucoup des charlatans. En fait, il y a beaucoup des produits... des gens qui parlent sur des produits de miracles. C'est clair qu'il y a des médicaments que les chercheurs sont en train de tester, de analyser. Par exemple, un polyphénol qui s'appelle resveratrol. C'est un truc qui est dans le vin rouge, en fait, dans les cèpes. L'alcool conserve. Il y a un médicament qui s'appelle rapamycine. Là, on a vu dans des études des effets positifs, même sur les singes, et on a l'espoir que ça peut aussi aider chez les humains, améliorer quelques aspects physiologiques. Mais on ne sait pas encore s'il n'y a pas des autres effets, parce que c'est compliqué, et je ne sais pas si vraiment le but serait de... Oui, l'immortalité. Ça, c'est un rêve de l'humanité, cette immortalité. Il y a des gens au Silicon Valley qui partagent ce rêve. Il y a beaucoup des entreprises. Google, Callisto, c'est une boîte avec des chercheurs, avec le but de vraiment de trouver cette immortalité. Et moi, je ne suis pas convaincu que c'est atteignable. Et je me demande si ça fait du sens. Et je crois que c'est... oui, je ne sais pas. Oui, je suis un peu sceptique. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être M. Balmer voulait répondre aussi au niveau médical. C'est vrai qu'il y a des avancées de la médecine qui permettent aujourd'hui de vivre vieux, ou en tout cas de vivre plus longtemps dans de meilleures conditions. Quelles sont ces évolutions-là et vers quoi on tend à l'avenir? Alors, il n'y a pas de médicament miracle à l'heure actuelle. Ou alors, si on en trouve un jour, je deviens actionnaire volontiers. Mais il n'y a pas de substance et il n'y a pas de... On ne peut pas donner un médicament qui permette de vivre beaucoup plus longtemps. C'est quelque chose qui est individuel. C'est clair qu'il y a la part de la génétique, il y a la part de l'environnement. Aujourd'hui, on contrôle beaucoup plus l'environnement que par rapport au début du siècle, où on ne faisait pas attention aux cigarettes, aux gaz d'échappement. On ne faisait pas forcément attention à donner certaines substances. Je rappelle que la cocaïne, avant, c'était donné pour les maux de dents des enfants. Donc, on contrôle beaucoup plus notre environnement. Paradoxalement, on se rend compte qu'on se met beaucoup plus en danger aussi. L'encadrement médical, c'est clair que ça joue un rôle. On est plus performant en médecine, on le devient de plus en plus.
Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est chez tout le monde, hein. Encore une fois, la majorité des gens ne vont pas forcément voir le médecin tous les 3 mois, peut-être une fois toutes les années, même après 65 ans. Donc, je pense qu'il n'y a pas, et on ne trouvera pas, à mon avis, une substance miracle qui permettra de vivre ad vitam aeternam. Maintenant, et c'est peut-être là que je rebondis, c'est la question qu'on donne, le sens qu'on donne au temps qu'on a. Hein, c'est la question de vivre heureux, au fond, c'est quel est le sens à sa vie, au vieillissement, l'évolution, le continuum qui me paraît important, parce qu'on passe par des étapes de vie. Hein, on naît, on grandit, on devient adulte, on prend des responsabilités qui sont différentes, puis à partir d'un moment, effectivement, dans nos sociétés, à partir de 65 ans, c'est l'âge de la retraite, et chez beaucoup de personnes, on perd une partie du sens. Alors ça part plus dans des domaines qui sont philosophiques et éthiques. Moi, j'aimerais poser la question à M. Philippona, au fond. Vous aviez dit que ce qui vous maintenait, c'était de beaucoup travailler. Au fond, ce qui vous a amené dans un EMS, vous ne l'avez pas choisi, hein, vous étiez plutôt en bonne santé. Boum, vous avez eu un problème de santé. Comment ça s'est passé pour vous, votre arrivée à l'EMS ? Vous avez été un peu obligé d'aller à l'EMS parce que vous avez eu un problème de santé. Ouais. Comment vous l'avez vécu, votre arrivée à l'EMS ? Le fait que vous deviez quitter chez votre maison. Prenez juste le micro. Ah, attendez, je vous donne le micro. Oui, ça s'est passé comme ça. J'ai eu un accident. Je suis tombé à la tête contre un montant de porte en béton, puis j'ai jamais été chez le médecin. Et puis un jour, j'ai téléphoné à ma fille qui habite à Auvry, que j'avais mal à la tête, ça faisait 2-3 jours. Puis ma fille m'a dit, je vais téléphoner au médecin. Puis le médecin l'a demandé qu'est-ce qu'il a fait. Puis moi, je lui ai dit que j'étais tombé puis j'étais tapé la tête contre un montant en béton. Et puis j'ai jamais été chez le médecin, au moins 3 semaines après. J'avais toujours mal à la tête. Puis le médecin l'a dit à ma fille, il faut pas venir chez moi, il faut rentrer à l'hôpital. Puis là, ils m'ont fait des visites, puis ils ont vu qu'ils avaient quelque chose dans les cerveaux. Ils m'ont trépané. Puis depuis, ça a bien allé. C'est pour ça, après, au lieu de rentrer à la maison, je ne pouvais plus aller. D'ailleurs, le médecin l'a dit, vous êtes obligé d'aller dans un home. C'est pour ça que je suis rentré au Martinet. Qu'est-ce que ça vous a fait, justement ? Ah, oui. Pardon. Oui. Papy, tu t'en souviens pas, mais parce que tu avais perdu beaucoup la tête. Et oui, ça a duré quelques semaines. Et puis les médecins disaient, mais c'est normal à son âge. Il perd la tête. Et nous avons dit, les filles, non. C'est une mémoire vivante du district de la Sarine. Vous l'opérez. Il ne voulait pas le faire. Nous avons insisté. Et voilà le résultat, papy. Nous t'aimons. Mais peut-être... J'ai dit au médecin, comme j'étais pas dommage, je suis venu complètement rétabli. Comment, peut-être on va rebondir quand même encore sur cette question, comment vous l'avez vécu à titre personnel, pas l'accident, pas le reste, vous vous en souvenez pas, ou bien c'est... Il ne se souvient pas de quelques semaines. Ouais. Et il s'est retrouvé un peu involontairement dans cette magnifique maison de retraite, et il est heureux, c'est vrai. Parfait, merci beaucoup. Je crois qu'il y a des questions, oui. Oui, bonsoir. C'était à propos de l'immortalité. C'est juste une petite remarque que j'avais entendue il y a quelque temps. Si on avait le médicament miracle pour l'immortalité, ça serait terrible, parce qu'on n'oserait plus sortir de son lieu d'habitation au risque d'avoir un accident, car on perdrait beaucoup plus que si je vis jusqu'à 80 ou 90 ans. Je trouve que c'est une belle image. Merci beaucoup. En somme, je trouve que pour
réussir son vieillissement, il faut se débarrasser ou bien faire juste le contraire de l'adage qui dit « pauvre vieux », n'est-ce pas? Alors moi je dis, j'élimine ces deux critères et j'inclus que nous sommes tous des mortels, parce que je ne connais aucune machine, je suis ingénieur de profession, qui ne s'use pas en fonction du temps. Ça n'existe pas. C'est une illusion, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas vivre avec des illusions. Et donc, je peux être très heureux, quant à moi, si je meurs à 75 ans ou bien à 95 ans. C'est comment je considère la réussite, n'est-ce pas, pour moi personnellement. Donc, voilà. En tout cas, ce n'est pas... c'est le contraire pour moi de pauvre vieux et éternel. Ces trois critères ne tiennent pas debout. C'est en tout cas avoir la conscience que l'on vieillit, que la machine s'use aussi. Oui. Et puis qu'on peut être heureux sans être riche et sans se dire je vais vivre encore 50 ans, n'est-ce pas? Il y a 2 ans, nous avons fêté 50 ans de mariage, ma tendre épouse et moi-même. Et je lui ai dit, voilà, quant à moi, je fais le bilan suivant. Il est excellent pour moi, le bilan. On a 3 enfants. Et puis, alors, je suis partant pour 50 ans encore, mais non renouvelable. Il faut être réaliste. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je crois qu'il y a... Oui, moi j'ai une question par rapport à ce qui peut faire vieillir prématurément. Par exemple, des jeunes de 20-25 ans. Est-ce que les médicaments pour les anxiolytiques, les antidépresseurs, tous ces médicaments qu'on donne pour les troubles psychologiques, est-ce qu'ils feront vieillir prématurément les gens, quel que soit l'âge? Alors peut-être je dois passer cette question à Dr Palmer, mais au niveau génétique, il y a quelques maladies qui s'appellent la progéria. Oui, ce sont des syndromes génétiques où il y a des mutations dans notre génome qui nous fait vieillir beaucoup plus vite. Mais sur ces médicaments, je ne sais pas. Si. Alors, non, il n'y a pas de médicaments qui vont causer une accélération du rythme. En tout cas pas qu'on connaisse. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart des médicaments qu'on donne sont pour des maladies, ont un objectif de traiter les maladies et que celles-ci peuvent induire aussi un vieillissement de certaines fonctions. On sait que la dépression, c'est associé au risque de développement de maladies de la mémoire. C'est associé à des troubles de la mémoire et que les traitements ont pour but de diminuer les symptômes, diminuer le risque de développer une maladie sévère. Donc, en soi, les médicaments ne sont pas forcément un risque, à nos connaissances actuelles, en tout cas à ma connaissance, de développer un vieillissement prématuré. Maintenant, c'est vrai que les progérias sont des maladies qui causent un vieillissement prématuré, oui. Merci. Et il y a encore une question. J'aime beaucoup la comparaison que monsieur a dit avec la machine. En fait, je me conçois assez comme une vieille voiture, j'ai une vieille 2 chevaux. Hein. Et alors la question est toujours à savoir quelle est la prochaine chose qui lâche. Hein. Est-ce que c'est un problème mécanique ou bien un problème de moteur? Pour nous, c'est la même chose. Hein. Alors, qu'est-ce qui lâchera en premier, ma 2 chevaux ou bien moi? On verra. Hein. Mais du point de vue social, je veux dire, on parle toujours, ou souvent j'entends des remarques de la mise à l'écart, mais il y a tout un autre aspect. Je trouve des avantages incroyables, autant que pendant qu'on est encore jeune, ou bien qu'on a encore la forme, la société, elle attend beaucoup de nous, elle attend une performance. Et voilà, avec les cheveux blancs, on n'attend plus, on n'a plus la pression. Donc on est libre,
on a une liberté énorme. Hein. Les bêtises qu'on fait, on les pardonne. Je peux me présenter au guichet postal avec un bulletin pas rempli. Ah non, non, ne vous inquiétez pas, madame, je le fais pour vous. Hein. Dans le rond-point, je me trompe, je fais un tour complet. Au lieu d'avoir des klaxons, les gens, ils sourient aimablement derrière leur volant et ils me laissent passer. Alors moi, je profite, disons que... Et voilà, j'avoue que des fois, j'en abuse aussi. Merci beaucoup. Je crois que... Je suis obligé de rebondir là-dessus parce que je pense que c'était ma question aussi au départ. Enfin, inquiétez pas, je n'ai pas pu reposer tout à l'heure. Mais est-ce que le problème n'est pas là-dedans? Alors, je vous félicite. Comment vous prenez la vie? Parce que moi, personnellement, je pense que c'est ça un petit peu le souci dans notre société. Je suis de métier psychologue, agriculteur, etc. J'ai l'impression que j'ai peu de personnes autour de moi que je vois vieillir avec le sourire, si j'ai envie de dire comme ça. Et puis j'ai l'impression, est-ce que c'est pas ça le problème dans notre société? Que voilà, on met en lien un âge, j'ai entendu 74 ans, 85 ans, 98 ans. Et est-ce qu'une vie de 35 ans, est-ce qu'elle n'est pas belle? Je peux rentrer ce soir et puis mourir. Est-ce que c'était pas une belle vie? Est-ce que est-ce que c'est pas ça le problème? Peut-être pour relancer, après je vais me taire. Et c'est pas là le problème de notre société qu'on se dit, en fait, moi personnellement, j'ai peut-être un souci de vieillir et puis j'accepte pas cette finition que nous avons, qui nous attend tous. C'est que tôt ou tard, on va quitter ce monde et puis je dois retrouver une certaine gratitude envers la vie en fait. Et je pense, je vous félicite, c'est voilà, magnifique. Je trouve ça très beau comme vous le faites. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Peut-être Monsieur Collot peut y répondre. C'est quoi Oui, pardon, allez-y. C'est intéressant, ces deux questions. Finalement, toute la question, c'est une question de regard. Alors effectivement, il y a un regard de la société sur les personnes âgées, mais ce regard, il n'est pas uniforme. Et je trouve super, madame, vous voyez les beaux côtés du vieillissement. C'est vrai qu'il y en a, et on aura parfois trop tendance à dire on a un regard social négatif, on va pousser les personnes âgées vers l'extérieur du corps social, ce qui est parfois vrai, mais pas tout le temps, et de loin pas tout le temps. Si on regarde ce qui s'est passé au moment du Covid, qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même donné une priorité importante aux personnes fragiles et vulnérables. En tout cas, je pense qu'on l'a fait partout. J'étais dans des groupes de discussion à Neuchâtel. C'était vraiment un souci. Donc, il y a une attention, on pourrait dire, du corps social aux personnes âgées. Alors, voilà, on a ces deux aspects. Et quand travailler en éthique, c'est trouver l'aspect positif, essayer de l'amplifier et voir qu'il y a quand même des aspects négatifs et essayer de les diminuer. Des éléments d'agisme, vous avez évoqué, de marginalisation. Donc voilà, pour répondre à votre question, oui, toute vie, je crois, est d'une certaine manière complète en elle-même. Si je meurs ce soir, voilà, j'ai vécu. Et la question, c'est comment est-ce que je continue de vivre? Est-ce qu'à un moment donné, on arrive dans la vieillesse, puis voilà, on a fini de vivre, mais maintenant on attend? Il y a parfois, dans des EMS, dans des réflexions sur la vieillesse, l'idée que c'est un temps vide où, surtout, je travaille passablement avec l'éthique de la maladie d'Alzheimer, surtout avec des gens qui ont une maladie d'Alzheimer, c'est de dire ils ne servent plus à rien, on est là, on attend que la personne meure. Et ça, c'est terrible, parce qu'on va déshumaniser, dépersonnaliser une personne. Je dois toujours pouvoir en attendre quelque chose, et pas simplement attendre qu'elle disparaisse parce qu'elle occupe une place
Donc voilà, ces regards sont ambigus. Je crois qu'il faut cultiver les beaux regards, ce que Madame dit, les beaux éléments. Et puis il faut essayer de travailler aussi sur des éléments qui existent aussi et qui sont plus difficiles et plus déstructurants de la société. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore des questions dans le public. Merci. Oui, encore une question par rapport à la perception du temps, parce que on se rend compte que plus on avance en âge, plus on a l'impression que le temps se raccourcit, malgré que les années ont toujours 365 jours. Est-ce que vous auriez une explication à donner à ce phénomène? Qui peut y répondre? Je me demande souvent exactement la même chose et je n'ai pas de réponse. Est-ce que médicalement, la perception du temps, on sait que les enfants, 15 minutes peuvent paraître une demi-journée, et puis tout à coup, quand on va faire un examen où on a 15 minutes, on a l'impression qu'il y a 30 secondes qui se sont passées. La perception du temps, au niveau peut-être biologique ou à certains âges, elle est différente? Alors, elle est différente, oui. On sait que chez les enfants, voire même les jeunes adultes, jusqu'à 24 ans, les connexions cérébrales ne se sont pas encore faites. Il y a des modifications sur certaines zones du cerveau qui sont encore malléables à cet âge-là, qui fait que, au fond, ils vont plus vite en réalité. Et leur perception du temps est peut-être différente. Maintenant, c'est très personnel. Moi, j'ai parfois l'impression que le temps passe très vite, parfois le temps passe très lentement dans certaines réunions administratives. Je pense que ça dépend de plein d'autres facteurs que juste la biologie. Merci. Je crois qu'il y a une réaction. Je pense que le ralentissement est un fait. Donc, on bouge moins vite. On est beaucoup plus lent dans ses actions. Quand je fais la cuisine, j'emploie beaucoup plus de temps. On est plus lent dans ses réactions, dans ses réflexions. Et voilà, c'est ça qui s'étend. Donc, tout à coup, on se dit « Ouh là là, c'est déjà telle et telle heure », parce que ce qu'on faisait d'habitude beaucoup plus rapidement a pris beaucoup plus de temps. Alors, j'ai observé cela. Et par exemple, quand je conduis, j'avais l'habitude de regarder le paysage, de regarder tout ce qui se passe autour. Et maintenant, je sais que j'ose plus parce que, voilà, la perception du temps, c'est réellement comme ça. Si je détourne le regard reste plus longtemps détourné. Et puis celui-là devant, voilà, il freine entre-temps. Hein. Donc, je pense que cette perception que le temps s'échappe, c'est vraiment lié à un ralentissement. Et ce ralentissement, voilà, c'est un fait. Est-ce que peut-être, on parlait de machine avant, hein, la machine qui grippe, qui vieillit. Est-ce que ce qu'on vient d'évoquer là, c'est tout simplement explicable par des réflexes qui sont moins rapides, des connexions qui sont moins rapides et qui font qu'on réagit moins vite? Oui, au niveau du cerveau, il y a des modifications. Le vieillissement du cerveau va faire qu'on a des difficultés dans tout ce qui est de la relation entre certaines zones du cerveau, qui fait qu'on doit beaucoup plus donner d'énergie pour pouvoir se concentrer. Et cette impression que vous avez, elle est vraie. Hein, donc c'est vraiment, ça peut venir avec le temps. Maintenant, au niveau du cerveau, il y a beaucoup d'individualité. Donc tout le monde ne va pas avoir les mêmes difficultés à interpréter certaines choses. La mémoire évolue aussi, les fonctions qu'on dit exécutives, donc de réaliser quelque chose, se ralentissent, sont plus difficiles. Et on rebondit après sur certaines maladies, les maladies d'Alzheimer particulièrement, exacerbent aussi certains de ces aspects-là. Oui. Est-ce que je pourrais
Je pourrais rajouter, je vous lance peut-être la question, est-ce que le temps, il y a aussi l'idée que le temps n'est pas, on n'est pas dans l'immortalité, comme on l'a évoqué, donc le temps est limité, et est-ce que s'approchant du terme de notre existence, il n'y a pas une sorte d'urgence, d'où cette impression que le temps passe à une vitesse différente. Et on pourrait relancer la question à M. Philippona. Est-ce que pour lui, le temps passe lentement ou rapidement? Alors, est-ce que pour vous, le temps, il passe plus lentement ou plus rapidement maintenant? Mais ça va, je ne peux pas me plaindre. Moi, même je ne comprends rien. Parce que moi, j'ai entendu discuter, mais je ne comprends rien du tout. Alors, je ne peux pas dire si le temps passe vite, je me plais dans la sable. En tout cas, ce que je peux vous dire, parce qu'on parlait de motricité ou en tout cas d'évolution dans l'espace, j'ai vu Monsieur Philippona avec son tinté-bain, pour reprendre un terme de patois, son déambulateur, il va très très vite. Hein. Alors, je ne sais pas quand il n'en avait pas, à quelle vitesse il allait, je pense aussi très très vite, mais avec son tinté-bain, il fonce dans les couloirs, il est très très mobile, encore à 98 ans. Je crois qu'il y a une... C'est une question à plusieurs facettes. D'abord, est-ce qu'on cherche à devenir plus vieux, à vivre plus longtemps? La question, c'est est-ce que l'homme qui va vivre 200 ans est déjà né aujourd'hui? Et puis après, le système dans lequel on vit, il nous dit, M. Collomb a dit, j'ai 65 ans et il me paraît en parfait état de fonctionnement. Est-ce qu'avec toutes les connaissances qu'il a, c'est nécessaire qu'il arrête de travailler ou il pourrait encore apporter une pierre à l'édifice? Alors, M. Collot, peut-être la question vous est posée. C'est un aspect complètement différent, mais il faut aborder la chose. Non, autrement, merci pour la question, elle est pertinente. C'est pas à moi de dire si je peux encore apporter des pierres, mais je pense que c'est réellement une question que l'on doit se poser en tant que société. On se la pose déjà, les personnes âgées ont une place dans la société, là aussi il faut pas noircir, mais il y a quand même cet âge, et actuellement j'ai 65 ans, M. Philippona en 98. Je ne sais pas si j'arriverai à 98, mais mon espérance de vie à 65 ans, elle est encore, je pense, d'une vingtaine d'années à peu près. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que je fais pendant 20 ans et qu'est-ce que la société, et c'est ça la question, qu'est-ce qu'une société attend de moi pendant ces 20 prochaines années? Actuellement, on me dit, ben voilà, on va te donner de l'argent pour vivre. Si tu veux faire du bénévolat, tu peux. Mais, donc c'est assez. On a été un peu pris par l'évolution aussi. Hein. 65 ans, quand on a créé l'AVS en 1947, 65 ans, c'était à peu près, c'était un peu en dessous de l'espérance de vie, mais pas très loin. Et l'espérance de vie s'est progressivement augmentée. Donc, on a cette période où on est censé ne plus être productif alors qu'on est quand même capable d'être productif. Et le corps social nous dit bah, faites ce que vous voulez. Je pense qu'on aura dans les générations à venir à retravailler ça. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que la société attend? Tout en sachant que attendre quelque chose de quelqu'un, c'est pas négatif, c'est au contraire positif. Si j'attends plus rien d'une personne, j'attends qu'elle meure, disons, elle prend une place, comme je disais tout à l'heure, et espérer quelque chose de quelqu'un, en attendre quelque chose. Alors, bien sûr, il y a par exemple, dans la famille, il y a des rôles hein, qui changent. J'apprends le rôle de grand-père. Ma famille attend quelque chose de moi. Mais au niveau social, je pense qu'il y a toute une réflexion en éthique sociale à faire là-dessus. Merci beaucoup. C'est vrai que en préparant le café, je regardais une archive française hein, de télévision où on avait un ingénieur de 40 ans qui venait d'être licencié, c'était dans les années 70, qui venait d'être licencié parce que trop vieux. Et aujourd'hui, on vient dire, à 50 ans, on est trop vieux pour trouver du travail. Peut-être dans quelques années, ce sera à 60, 70. Enfin voilà, d'ici là, il y aura peut-être des révisions de l'AVS qui vont arriver et on travaillera tous beaucoup plus longtemps. Je crois qu'il y a une autre...
Oui. Entre 55 et 65 ans, il y en a 2 qui retrouveront un travail à peu près jusqu'à cet âge-là. Il y en a 3 qui vont traîner et figurer dans cette merveilleuse catégorie qu'on appelle les fins de droit. Subtil. Hein? Ça n'apparaît plus dans les statistiques. Donc, le taux de chômage en Suisse est très bas parce que plus de la moitié ne sont pas prises en compte. Et des 2 qui restent, à part les 2 qui retrouveront, feront des périodes de chômage, des périodes de travail de 6 à 2 ans au maximum, et arriveront finalement aussi à cet âge-là. Donc avant d'augmenter l'âge de la retraite, il faudra que les patrons, et particulièrement les gens bien lotis, qui n'ont pas de soucis de rente, pas de soucis de revenus pour leurs vieux jours, pensent à engager et à garder tous les gens jusqu'à l'âge de la retraite dans leur poste de travail. Alors on pourra discuter d'augmenter l'âge de la retraite. Merci beaucoup. On avait encore une question juste devant. Alors moi j'ai lu dans un livre que les femmes en Amérique du Nord, chez les Indiens, quand elles étaient ménopausées, on estimait qu'elles avaient un second printemps. Elles étaient valorisées et elles servaient de sages pour la communauté. Et de là sortent 2 questions. D'abord, est-ce qu'on s'inspire aussi des autres cultures? Parce que moi j'entends beaucoup de... Voilà, comment nous on voit en tant qu'Européens, mais on pourrait s'inspirer d'autres cultures qui valorisent la sagesse des anciens au lieu de les mépriser. Et puis, une autre question, est-ce qu'il y a une variation au niveau... est-ce qu'on a un homme ou une femme? Est-ce qu'il y a une variation à ce niveau-là? Alors, peut-être la première réponse auprès de M. Collot. Alors, c'est bien sûr, les cultures, le regard sur la vieillesse dépend de la culture, et d'autres cultures ont des regards différents. Je me rappelle d'un cours d'éthique médicale que je donnais, où je parlais de la notion d'autonomie, de la notion de comment notre société voyait la dépendance difficilement. Et tout d'un coup, une étudiante vietnamienne m'a dit, mais chez nous, c'est pas du tout comme ça. Que la personne âgée soit dépendante, ça pose aucun problème. Son problème, c'est pas d'être autonome, c'est d'avoir une communauté qui prend soin d'elle. Je travaille actuellement passablement avec des théologiens africains. Je co-dirige une collection qui s'appelle Théologie africaine, et c'est très intéressant de voir comment ces théologiens, à partir des philosophies et sagesses, anthropologie africaine, pensent la vieillesse. Là aussi, il y a un côté positif, il y a un côté de sagesse, mais il y a une raison qui m'a été donnée récemment par un collègue africain qui disait, en fait, ce qui est valorisé dans ces cultures africaines, c'est les ancêtres. Et le vieux, la personne âgée, elle est plus proche des ancêtres. Plus on vieillit, elle va bientôt en faire partie. Donc, elle doit être respectée parce qu'elle va rejoindre ce grand cortège des ancêtres. Et c'était une raison qu'il donnait pour respecter la personne âgée. Elle va rejoindre les ancêtres, donc il faut pas la mépriser. Donc plus elle vieillissait, plus elle gagnait en respectabilité. Ce qui souvent, parfois chez nous, pas toujours, mais parfois, c'est peut-être l'inverse. Plus on vient vieux, moins. Et puis pour l'autre question... Merci déjà pour cet élément de réponse. L'autre question, peut-être au niveau médical, est-ce qu'on est différent homme-femme, hein, c'était bien ça, au niveau donc, biologique, au niveau physique, pas égaux, et culture et sociale aussi, pas égaux face au vieillissement?
Alors, en biologie, il y a clairement des différences aussi génétiques entre les hommes et les femmes, aussi dans la durée de la vie. Mais en fait, on ne comprend pas trop bien pourquoi il y a cette différence dans la durée de la vie entre les femmes et les hommes. Est-ce que ce sont des facteurs biologiques, sociologiques? Ça, on ne sait pas encore, mais chez beaucoup d'animaux qui sont démontrés dans cette exposition-là, il y a des différences génétiques entre les femelles et les mâles dans la durée de la vie, qui sont liées à la reproduction, disons. Mais chez les humains, en fait, on ne sait pas trop pourquoi existent ces différences. On rappelle quand même que la doyenne de l'humanité est décédée hier, qui avait quand même 118 ans, et le record est toujours détenu par Jeanne Calment à l'âge de 122 ans. Je crois qu'il y a encore une question. Je me permets de rebondir par rapport à la sagesse, parce qu'effectivement, je vous ai déjà dit, je suis assez frustrée que la sagesse, on n'a fait pas beaucoup parler. Qui pour moi est monsieur, aidez-moi, Philippona. Alors j'avais une question au début, j'aimerais bien bénéficier de cette sagesse. Donc quel serait son conseil? Maintenant, je pense qu'il va dire que c'est beaucoup travaillé. S'il dit ça, d'essayer de lui dire autre chose, ou quel est peut-être un grand regret, j'imagine qu'il va dire qu'il n'en a pas, mais peut-être on arrive quand même à le faire dire, et un conseil. On va essayer sur le conseil, les regrets, on ne va peut-être pas les aborder ce soir. Voilà. On revient sur la dame qui rigolait avant, que vous avez déjà vu dans le public. Elle aimerait quand même savoir quel est votre conseil pour devenir vieux. Pour eux, c'était pas ça? Ah, pour profiter de la vie, pardon. Alors, pour bien profiter de la vie... J'aurais à lui donner. Quel conseil? C'est de travailler beaucoup et puis sans souci. Et à côté du travail, il y a d'autres choses qu'on peut faire dans la vie pour bien profiter de sa vie. Vous avez fait plein d'autres choses encore à côté du travail. J'ai beaucoup rôdé. J'ai été dans les grandes fêtes de patoisans à l'étranger et puis en Suisse. Puis avec ça, ça me plaisait. Puis c'est ça qui me rendait la vie heureuse. Ah, ouais. Puis ça, j'ai fait pendant plusieurs années, au moins pendant 30-40 ans. J'ai lu aussi que vous avez joué au Yas, vous alliez au loto, vous faisiez du tir. Oui, puis du tir, j'en ai fait énormément jusqu'à 85 ans. Ouais, et puis partout où j'allais, j'ai rentré avec des distinctions. J'étais un bon tireur. Ah ouais. Voilà, donc des passions peut-être qui nous amènent en avant, qui nous tirent en avant dans la vie. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions ? C'est clair qu'avec l'âge, on accumule de l'expérience. Mais cette expérience, elle a une valeur si elle a des conséquences pratiques. Alors, dans une société, je dirais, statique ou stationnaire, il est clair que l'expérience de la personne âgée, elle garde toute sa valeur, d'où aussi le respect dont elle peut bénéficier. Dans une société comme la nôtre, comme les 50 dernières années, où il y a une évolution accélérée, eh bien, on est très vite hors sujet. On est inadapté et il faut l'avouer. Notre capacité d'apprentissage, elle diminue depuis l'âge de l'enfance, où certainement la capacité d'apprentissage est à son maximum. Et après, c'est toujours simplement l'expérience qui prend le dessus sur la capacité d'apprentissage. Alors, quand on en est, justement, on arrive qu'on doit se faire expliquer le fonctionnement de l'iPhone par son petit-fils qui a 4 ans, voilà, comment est-ce que lui, il peut avoir du respect envers cet aîné qui touche plus le plaque? Merci beaucoup. Peut-être Monsieur Collot. Et puis,
Je rebondis, je pose déjà la question à Monsieur Balmer. C'est vrai qu'aujourd'hui, la technicité, la technologie, notamment dans les soins, dans l'accompagnement qu'on offre aux personnes âgées, est-ce que toute cette technique est adaptée? Est-ce qu'ils la comprennent? Est-ce qu'elle est vraiment facilement utilisable par les personnes? Mais d'abord, on va répondre à la question. Ce n'est pas une réponse, je vous relance une question. Cet exemple de l'iPhone revient constamment. Effectivement, la personne très âgée qui n'a pas participer à cette évolution technologique ne va pas nous apprendre ou apprendre à des plus jeunes à faire fonctionner un iPhone. Par contre, est-ce qu'elle ne pourrait pas leur apprendre à ne pas faire fonctionner un iPhone, à s'en passer? Parce que c'est des personnes qui ont vécu, pour moi aussi, hein, l'iPhone c'est très récent, donc j'ai vécu la plus grande partie de ma vie sans ces gadgets. Et il n'y aurait pas quelque chose à transmettre à une génération qui pense qu'on ne peut plus vivre sans, en disant, si, Monsieur Philippona, je pense, il a vécu une belle vie sans je ne sais pas, peut-être qu'il a un iPhone, mais... Monsieur, vous n'avez pas d'iPhone. Un téléphone comme ça, vous n'avez pas. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu le temps de m'occuper de ça, j'avais assez à faire autre chose. Ben voilà, on a une réponse. Merci beaucoup. Peut-être la question de cette technologie au service de la réadaptation, au service des seniors, peut-être adapté, pas adapté? Alors, d'un point de vue de ce qu'on utilise en médecine, oui, ça va très vite. La technologie ou l'utilisation de la technologie va de plus en plus vite. Maintenant, est-ce que c'est adapté aux personnes âgées? Oui et non. Je pense qu'il y a des technologies qui sont au service des personnes âgées. Il y a certaines technologies qui sont en place ou qui sont étudiées actuellement pour déterminer, mais il y a des caméras qu'on peut mettre dans la maison qui déterminent si la personne tombe, qui appellent automatiquement à l'aide, des montres connectées qui permettent de communiquer. Maintenant, la question, au fond, la réflexion était, est-ce que certaines technologies sont vraiment adaptées aux problèmes que peuvent avoir les personnes âgées? Je pense qu'on est capable d'apprendre à tout âge. C'est vrai que moi, je m'attends aussi à ce que dans le futur, on m'explique les nouvelles technologies. Actuellement, moi, je ne peux pas me passer de mon téléphone portable parce que ça fait partie de ma génération. Maintenant, on est capable d'apprendre à tous les âges, à mon avis. Et c'est vrai que même si on peut avoir l'impression, ou même si on a parfois des regards condescendants, mais je vais expliquer YouTube, les différents réseaux sociaux aux personnes plus âgées. Je pense que c'est mutuel l'apprentissage qu'il peut y avoir. Effectivement, je pense que c'est bien qu'on puisse apprendre des jeunes générations, mais je pense que c'est aussi bien que les jeunes générations puissent apprendre des personnes âgées, parce qu'au fond, c'est ce qui a conduit à la société qu'on a actuellement. C'est vous qui l'avez constituée, au fond. Merci beaucoup. Parler un peu de la musique chez les vieux. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des expériences où on favorise aux personnes âgées de simplement jouer sur un piano, mais même sans savoir vraiment jouer. Mais il y a des connexions qui se refont au niveau cervical. Alors oui, la musicothérapie, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Il y a la thérapie par la musique, on peut l'utiliser au niveau de la psychiatrie, on peut l'utiliser au niveau de la neurorééducation, on peut l'utiliser pour le plaisir aussi. Maintenant, il n'y a pas vraiment une technique, c'est étudié en rééducation beaucoup parce que ça fait effectivement appel à différents réseaux cérébraux neuronaux et qui facilite parfois quand on a un déficit, par exemple, de la parole. On sait que certaines personnes qui ont ce qu'on appelle une aphasie, donc des problèmes, des difficultés à parler, ils vont tout à coup pouvoir s'exprimer par le biais de la musique. Et c'est ça qu'on va utiliser dans la rééducation chez les personnes qui sont lésées cérébrales, par exemple. Aussi dans les maladies psychiques, ça peut être un moyen de s'exprimer par la musique ou de faire parvenir les messages différemment. Malheureusement, ce n'est pas mon domaine de travail, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui permet d'atteindre ou de traiter les gens. Oui. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a... Oui, une question? Oui.
Donc, merci beaucoup pour cette discussion, c'était très intéressant. J'aurais une question sur le vieillissement biologique. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu quelques articles qui ont été publiés sur le fait que la restriction calorique ralentirait le métabolisme, du moins in vitro et chez certains animaux, et donc prolongerait la vie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes du domaine ? Oui, merci pour cette question. Alors, il y a beaucoup des études chez beaucoup des animaux, chez des petits vers qui s'appellent Caenorhabditis elegans, chez les mouches de vinaigre, les drosophiles, mais aussi chez les rats, les souris, qui démontrent que cette restriction de calories peut avoir des effets positifs sur le métabolisme et sur la durée de la vie. Maintenant, il y a aussi des études chez les singes, chez les macaques, et il y a cet espoir que cette restriction calorique pourrait aussi être utile pour les humains. Mais c'est très difficile à l'implémenter. Alors, les chercheurs sont en train de trouver des médicaments qui pourraient être des caloric restriction mimetics, alors qui vont avoir les mêmes effets que la restriction calorique. Et là, il y a clairement des espoirs qu'on pourrait peut-être prolonger la vie avec ces utiles. Ouais. Donc il y aura peut-être un médicament miracle, c'est ça ? Je suis sceptique parce que c'est très compliqué. En fait, au niveau moléculaire, on ne connaît pas encore très bien ces mécanismes qui sont sous cette restriction calorique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui. Moi, j'ai une question qui est peut-être plutôt pour le public en général. Je me demande à quoi je peux me réjouir en fait en vieillissant. Parce que ma grand-maman, elle disait toujours qu'à partir de 50 ans, elle était plus sereine intérieurement, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des choses où... voilà. On va peut-être poser cette question à M. Philippona, et puis on ouvrira peut-être juste le débat après dans le public. Je vais essayer de résumer. En vieillissant, maintenant j'ai perdu le fil. Vous pouvez, voilà, est-ce qu'on est plus serein ou de quoi on peut se réjouir quand on vient vieux? De quoi, ma foi, on ne sait pas bien de quoi se réjouir. Moi, je me plais tous les jours où je vis et puis je suis content de vivre. Eh ben, j'aurais presque envie de dire que c'est le mot de la fin, même si on n'est pas à la fin, mais voilà, ça c'est... Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait intervenir? De quoi on peut se réjouir en vieillissant? Oui? Dans certaines circonstances, je me dis, j'ai la chance de ne plus avoir 20 ans. N'est-ce pas? Et je pense à mes petites filles, j'en ai 2, et ça me fait des soucis. Donc voilà, donc ça c'est le... Et je pense, autrement, il y avait une question, donc à quoi sert cette période de vieillesse? Je pense le mieux c'est de se dire qu'est-ce que je n'ai pas fait avant et je pourrais encore corriger. Et ça donne des petites satisfactions qui n'est-ce pas, additionnées, donnent une... on se dit, je suis encore utile et c'est le contraire de pauvre vieux, n'est-ce pas? Pour être utile, il ne faut pas être riche et il ne faut pas être jeune de 20 ans. Donc on peut être utile à son environnement, par exemple familial ou bien quartier, etc. et en trouver une satisfaction. Voilà. J'ose presque plus répondre, mais personnellement, il ne faut pas oublier, vieillir, ça commence maintenant. Donc, je pense on peut se réjouir de chaque instant en fait, qui va venir. Et puis, je trouve ça très beau, ce mot qu'on a entendu de M. Philippona qui disait merci à la vie. Et puis, je souligne juste encore peut-être aussi ce qu'on a entendu tout à l'heure. En fait, on peut se poser la question, qu'est-ce que moi je peux contribuer? Et je pense personnellement, c'est ça le plus gros défi que je me lance pour ma vie, c'est comment moi je le vis, le vieillissement, et puis est-ce que je vois encore une utilité pour la vie, puis qu'est-ce que je peux contribuer? Parce qu'au jour où je vis bien le fait que je ne suis plus l'évolution du iPhone,
j'ai aucun souci qu'il y ait un iPhone et puis qu'il y aura autre chose et puis que je peux peut-être parler de mon côté, du bon côté de la vie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait encore une dernière question? Oui. Alors, vous avez parlé de technologie pour aider les personnes âgées, comme voilà, une alarme, etc. Et ma question, c'est est-ce que vraiment tout ce qu'on met en place pour les personnes âgées, c'est pour leur bien? Parce que moi, si je vieillis, ben, j'aimerais être entourée par ceux que j'aime. Et j'aimerais plutôt qu'une personne veille sur moi, que je sois tout seul dans un coin et puis qu'il y a juste une alarme qui vient quand j'ai le bonheur d'aller mal. Merci beaucoup de cette intervention, c'est juste. C'est intéressant de voir, et peut-être vous pouvez vous poser la question à vous-même, c'est quoi le plus important au fond dans ma vie? Quand on pose la question statistiquement, on sait que pour les personnes, je dirais, vieilles, maintenant la définition médicale, c'est plus 65 ans, c'est 75 actuellement. Mais au fond, c'est quoi qui est le plus important si vous avez des problèmes de santé? C'est quoi qui compte? C'est être en bonne santé, c'est être productif, c'est ne pas avoir de médicaments. Au fond, ils répondent effectivement le plus souvent, c'est être avec mes proches. Les technologies au niveau médical, c'est clair qu'elles vont beaucoup s'axer sur prévenir, faire de la prévention, d'éviter les problèmes de santé, mais elles vont moins s'arquer sur toutes les questions sociales, même si on a, et avec le Covid, c'est peut-être un des petits points positifs, on s'est enfin intéressé à, au fond, tout ce qui est de l'aspect social. Et c'est vrai qu'il y a eu un aspect tragique, qui a l'isolement des personnes âgées. On a vu dans les EMS, même s'ils avaient volonté de protéger les personnes âgées, malheureusement, ça a eu des effets extrêmement délétères chez la plupart des gens qui se sont retrouvés isolés, loin de leur famille, alors que c'était la seule chose qui comptait pour elles. Et ça a fait naître beaucoup de techniques et de technologies sur comment est-ce qu'on peut, avec quelqu'un qui est dans un EMS où on ne peut pas aller le visiter, comment est-ce qu'on peut quand même entrer en communication avec lui, être présent. Et on a vu développer des tablettes exprès pour les personnes âgées, très simples à utiliser, 3 touches. Ça, c'est peut-être un des seuls aspects positifs qu'il y a eu dans ce Covid, c'est qu'on s'est enfin intéressé aux personnes âgées dans les EMS. Et au fait que l'important pour elles, c'est clair, c'est pas forcément d'être en bonne santé. C'est d'être avec ceux qu'on aime, c'est de bien manger, c'est de pouvoir quand même faire sa promenade. C'est des petites choses, mais qui leur apportent le plus. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de ce café scientifique. Je pense qu'il y a encore 1000 questions qui pourraient être posées. Merci déjà pour les nombreuses questions que vous avez posées. Ça continue autour d'un petit apéritif, je crois. Hein, on vient de dire partager, être ensemble, échanger. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on doit retenir, hein, du début jusqu'à la fin. Donc la discussion ne s'arrête pas ici. On va continuer à papoter après autour d'un apéro. Vous êtes conviés. Oui, je voulais encore peut-être juste terminer avec un dernier tour de table, et c'est la parole à nos 4 invités pour dire, votre vision. On a des âges différents hein, autour de cette table. On a dit vieillir, c'est quoi? Qu'est-ce que vous espérez encore dans les années qui vous restent à vivre? Peut-être on va commencer en bout de table. Pour vous, Monsieur Collot, vieillir, c'est? C'est habiter sereinement cette période qui m'est encore donnée de vivre et de pouvoir dire comme M. Philippona que je trouve la vie belle tous les jours. C'est continuer à raconter, à tisser mon histoire avec ceux que j'aime, effectivement, avec mes proches. Voilà, trouver ma place dans le jeu collectif, quelle qu'elle soit. Merci. Monsieur Flatt. Merci. Pour moi, c'est pareil, c'est la même chose. Je dirais carpe diem. Monsieur Balmer. C'est assez similaire. Moi, je dirais,
au fond, mon sens dans la vie, c'est ma famille, c'est mes enfants. Donc, c'est de les voir grandir, de les voir heureux, de les voir progresser, c'est de leur apporter, au fond, tout ce que je peux. Et puis aussi d'aider les autres. Hein. Bon, c'est un peu surprenant en tant que médecin, mais c'est vraiment d'essayer aussi de changer cet aspect d'agisme qu'on a dans la société. Ça, c'est plus la partie gériatre. Et pour moi, c'est ça, vieillir. C'est de continuer à essayer de changer les choses. Merci. Monsieur Collot, Monsieur Philippona, pardon, j'ai encore une question. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez encore de la vie? Qu'est-ce que j'entends encore, moi? Qu'est-ce que vous attendez encore, oui. Avoir une bonne santé pour le reste de mes jours, quoi. Merci beaucoup, merci. J'aimerais souhaiter la bonne année à tout ce monde, mais je suis obligé de dire en patois, ça ne fait rien. Alors, dites-le. Ouais. J'avais décidé avec lui de vous souhaiter la bonne année à tout ce monde qui est ici dedans, mais je suis obligé de le souhaiter en patois. Attends, je parle le mien. Alors. Urzengondi Schutze, vojalode uro la porta dell'annovi, a ti le jami du pate i gio bunanoi. Chion l'autre l'an du prochain ou di genouille, accutode d'un vous ranca, le petit logique sente l'espérance. Dans les bonnes familles, l'an la cosma de chefir di cadeau, fils de l'an. Vous vede un bon ancien que Shabbat de tout bon main de sa cassette, pour un branchi sa petite fille, qui a un cochon galépaché pour pire grand. Les parents qui l'ont ben d'humour de ratigny l'ou légremé, atteint d'un chemin l'ou toi avait un grand piège. Et savant, du moment que les enfants l'ont reçu une bonne éducation, nous permettons de faire sourire pour là le bipoché d'espérance et la récompense. Mais donc toutes les chartes du bon pachoye, vous me demanderez si nous réservez dans nos vies. Et me vous répondrez, les mains des bons Dieu, et chacun devait la conscience en lit. Aux travaux, les doigts sont grands, mais pourtant, aux gens pochent en ride, et hoche travers à chulode. Les bains pochés qu'il nous faut profiter d'écrire du pâté. Par mot, la crouille faux, chez et champichi dans le rang des pâtés gens. À toutes et à ti, il squage bon anoï, et que l'en nos vies, vous baillez chez la chendo et le zouille. Merci beaucoup. Merci. J'avais écrit ça sur le journal de Martinet. Merci infiniment. Merci à vous tous et à vous toutes dans le public et ici autour de la table. Donc, on va continuer autour d'un verre. Je suis sûre qu'on a tous soif. Une petite page de pub avant que vous partiez, parce que j'ai l'impression que vous avez bien apprécié la discussion. Je suis obligée de vous annoncer la suivante, qui aura lieu cette fois à nouveau au Nouveau Monde. Comme vous le savez peut-être déjà, on passe toujours on sort du coq à l'âne dans les cafés, il n'y a pas de ligne, et on discutera la prochaine fois, on passe de l'autre côté de la vie, on parlera jeunesse et foi, et on se demandera si la jeunesse peut représenter un nouveau souffle pour une institution, pour elle, quant à elle séculaire, l'Église. Donc rendez-vous le 15 février à 18h au Nouveau Monde.